Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. La deuxième cohorte du programme d'accompagnement des petites et moyennes entreprises est désormais connue. Ils sont au total 16 promoteurs d'entreprises à recevoir leurs autorisations de mise sur le marché. Cette initiative de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin est appuyée par l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises d'une part et l'Agence béninoise de la sécurité sanitaire des aliments d'autre part. Les détails dans un instant. Et pendant ce temps, les acteurs du monde judiciaire du Bénin sont conviés à réfléchir sur la nouvelle politique du gouvernement en matière de lutte contre la criminalité économique et financière. C'est à la faveur d'un séminaire organisé ce vendredi 15 novembre 2024 à la Cour d'appel de Cotonou. Nous parlerons aussi politique hors de nos frontières avec le Sénégal qui égrène ces dernières heures de campagne électorale pour les législatives anticipées prévues pour ce dimanche. Les candidats de 41 formations et coalitions politiques sont en lice. Chaque camp use de stratégies pour tenter de convaincre les électeurs. Tout se déroule sous le regard de la mission d'observation électorale de la commission de la CEDEAO qui a déployé ses observateurs sur le terrain. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau bonsoir. La deuxième cohorte du programme d'accompagnement des petites et moyennes entreprises est désormais connue. Ils sont au total 16 promoteurs d'entreprises à recevoir leurs autorisations de mise sur le marché. Cette initiative de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin est appuyée par l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises d'une part et l'Agence béninoise de la sécurité sanitaire des aliments d'autre part. L'objectif de ce processus est d'aider les entreprises à mieux écouler leurs produits sur le marché national et international. Reportage. C'est un grand soulagement pour ces promoteurs des produits agroalimentaires qui passent du secteur informel au formel. 16 au total, ils reçoivent leur autorisation de mise sur le marché pour avoir satisfait à toutes les exigences de conformité. Cet aboutissement est le fruit de la collaboration entre la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et l'Agence béninoise de la sécurité sanitaire des aliments. Nous vous promettons de toujours mettre en pratique les formations en implémentant la démarche qualité et les bonnes pratiques d'hygiène au sein de nos entreprises et de nous conformer aux exigences réglementaires fixées par le législateur en renforçant notre compétitivité par la qualité et la traçabilité de nos produits afin d'accroître notre accès au marché national, régional et pourquoi pas international. À travers cette remise d'autorisation de mise sur le marché, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, aux commandes de ce programme d'accompagnement des petites et moyennes entreprises, célèbre le mérite des femmes et hommes promoteurs des produits agroalimentaires. Je voudrais donc féliciter les 16 promoteurs pour leur parcours, leur engagement dans la démarche qualité et les exhorter à maintenir ces exigences de conformité des produits. Vous devez travailler, vous devez continuer, vous devez aller très loin. On doit vous compter parmi les meilleurs. Notre pays ne peut pas se développer sans vous, sans les PME, sans les micro, petites et moyennes entreprises. Vous êtes le cœur du développement de la transformation structurelle de notre économie. Le gouvernement a souhaité mettre beaucoup de moyens avec l'aide des partenaires techniques afin que tous ceux qui ont des idées d'entrepreneuriat dans notre pays puissent le faire. L'accompagnement de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin ne s'arrête pas à cette étape. Les 16 opérateurs économiques de cette deuxième cohorte du programme d'accompagnement des petites et moyennes entreprises vont bientôt intégrer les dispositifs mis en place par la CCIB pour permettre aux entreprises de mieux vendre leurs produits sur le marché national et international. Et pendant ce temps, les acteurs du monde judiciaire du Bénin sont conviés à réfléchir sur la nouvelle politique du gouvernement en matière de lutte contre la criminalité économique et financière. C'est à la faveur d'un séminaire organisé ce vendredi 15 novembre 2024 à la Cour d'appel de Cotonou. Nous allons suivre.
L'approche fondée sur la confiscation des avoirs criminels, un outil d'efficacité de la lutte contre la criminalité économique et financière, c'est le thème au cœur de ce séminaire qui se tient dans cette salle de conférence de la Cour d'appel de Cotonou, initiative de l'Agence nationale de recouvrement des avoirs confisqués et saisis. Le présent atelier, de par les problématiques à développer, vise à planter le décor avec l'espoir que d'autres suivront pour aborder des thématiques spécifiques en fonction des besoins et de l'évolution, afin d'assurer la cohésion entre les différents maillons de la chaîne de lutte contre la criminalité économique et financière pour espérer un succès éclatant de la prochaine évaluation pays prévue dans quelques années. Ce séminaire va donc permettre aux acteurs de l'appareil judiciaire du Bénin de comprendre les enjeux de la lutte contre la criminalité économique et financière et mieux cerner les normes de dégel, de saisie, de confiscation et leur implication dans la lutte contre la criminalité économique et financière. Un rendez-vous d'échange d'expériences pour renforcer la synergie d'action entre les différentes parties prenantes. Ce faisant, notre pays s'inscrit dans la même logique que les organismes internationaux de lutte contre les activités criminelles, dont notamment le réseau inter-agences en matière de recouvrement des biens pour l'Afrique de l'Ouest, le groupe d'action financière GAFI et le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, GIABA, qui ne cessent d'actualiser leur politique criminelle afin de minimiser et de contenir les effets de la criminalité sur les économies nationales. La criminalité financière comprend entre autres le blanchiment de capitaux, l'évasion fiscale, le financement du terrorisme et autres activités illicites. Les participants sont appelés à tirer le meilleur profit de cette rencontre pour améliorer leurs pratiques dans leurs services respectifs. Parlons diplomatie à présent avec la cérémonie de remise officielle des copies figurées de lettres de créance au ministre des Affaires étrangères. Il s'agit des nouveaux ambassadeurs de Venezuela, de la Grèce, l'Irlande, l'Australie, la Norvège, le Nicaragua, le Canada, la Malaisie, le Tchad, l'Ordre souverain de Malte et la Finlande. On découvre en images le visage de ces nouveaux ambassadeurs. Le Bénin ouvre ses portes à la communauté étrangère et se voit convoité par le reste du monde. En témoigne la dizaine de diplomates désormais agréés au pays. Au cabinet du ministre béninois des Affaires étrangères, ils ont défilé l'après-midi de ce mercredi 13 novembre pour lui présenter respectivement les copies figurées de leurs lettres de créance. Dans le lot, on note le Venezuela dont le représentant résidera à Cotonou, les ambassadeurs de la Grèce, l'Irlande, l'Australie et la Norvège, de même que la Malaisie et la Finlande, dont les résidences sont implantées chez le voisin de l'Est à Abuja. Le Nicaragua est aussi de la partie, de même que le Canada, très souvent à cheval sur les questions du genre. Derrière, le pays se fait représenter par un visage féminin qui laisse transparaître un léger sourire, symbole d'amitié et de soutien. La proximité du Bénin avec le Sahel est matérialisée par le Tchadien qui pose ses valises à Cotonou, mais avec résidence à Ouagadougou au Burkina Faso. Les aides dans les domaines médico-sociaux et humanitaires, ainsi que l'appui aux réfugiés peuvent également se poursuivre avec l'ordre souverain de Malte, dont l'ambassadeur siège à Paris. Alors, présent dans le département du Koufo, où les travaux d'aménagement et de bitumage de la route d'Ogbo-Lalo sont officiellement lancés, une grande joie pour les ressortissants et les habitants de ces deux communes. Les travaux à ce niveau sont prévus pour durer 18 mois. Reportage. Sur ce panneau de chantier dévoilé, il est aisé de lire « Projet d'aménagement et de bitumage de la route d'Ogbo-Lalo, longue de 21,8 km. Un grand jour pour les ressortissants et habitants de ces deux communes du département du Koufo. C'est un vieux rêve qui devient réalité. Tout le département du Koufo est vraiment en joie parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Il y a très longtemps,
Et les gouvernements passés disaient ça vient, on va vous faire la voie, on va vous faire la voie, mais aujourd'hui on a constaté que c'est vraiment une réalité. Il y a beaucoup de choses que je pense sur la voie, comme elle n'est pas bonne à passer. Et puis c'est une voie qu'on doit obligatoirement passer. Et puis c'était resté comme ça là. Vraiment, on en a marre. Oui. Mais actuellement, tel que le président vient de le dire, et puis ce sera réalisé bientôt, ça nous encourage beaucoup. Le bitumage de cette voie va offrir beaucoup d'opportunités et surtout de libre circulation des biens, des personnes entre nos communes. La joie de nos populations est tellement grande et nous témoignons toutes nos gratitudes au chef de l'État, le président Patrice Talon et son gouvernement. En 2007 déjà, il disait, si vous me lisez, je vais désenclaver la commune de Lalo. Il a tenu une promesse. Il faut l'applaudir encore. Il faut applaudir Talon. Ces voies qui sont en train d'être aménagées, bitumées, font partie, monsieur le ministre, monsieur le DG, de ce que nous appelons la boucle du Koufo. Par tous les moyens, ils ont exprimé leur joie immense de voir dans 18 mois ce tronçon aménagé et bitumé, avec comme maître d'ouvrage délégué la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire. Les travaux vont connaître un suivi rigoureux. Ils vont être livrés à bonne date. Nous aurons une chaussée de 2 voies, donc une voie dans chaque sens, une chaussée de 7,20 m, donc une voie de 3,60 m dans chaque sens. Adjoint à cette chaussée des accotements de 2,50 m, ce qui représente une largeur totale pour cette chaussée de 12,20 m. Donc il s'agit de structures dimensionnées pour un trafic, je dirais, plusieurs décennies. L'aménagement et le bitumage de ce tronçon de route permettront essentiellement d'assurer le désenclavement des zones traversées en développant des activités socio-économiques, de réduire le nombre d'accidents de la circulation, d'améliorer l'environnement immédiat et le cadre de vie des populations, d'accroître la sécurité des personnes et des biens. Tout comme Dogbo-Lalo dans le Koufo, les travaux d'aménagement et de bitumage de la route Adjara-Atiémé et ses bretelles dans le département du Mono ont déjà démarré. En attendant leur mise en service, l'indulgence des populations est sollicitée. Et dans le département du Mono, les travaux d'aménagement du tronçon Adjara-Atiémé et ses bretelles sont aussi lancés. On parle de 110 km de route pour faciliter la libre circulation des personnes et des biens. Le lancement officiel a eu lieu dans la commune d'Atiémé ce mercredi. Nous allons suivre. Route Adjara-Atiémé. Ce tronçon, autrefois impraticable dans le département du Mono, va bientôt connaître une métamorphose. Par le passé, c'est une voie qui ne donne pas la joie. C'est un calvaire total. En tout cas, la voie n'est pas bonne. Mais aujourd'hui, on remercie Dieu que lui, il a pris son décision pour travailler. Autant de difficultés que subissent les populations. Dans le cadre de la poursuite du programme d'action du gouvernement PAG2, le projet d'aménagement et de bitumage a impacté cette voie longue de 38,8 km. Avec ces bretelles, c'est un aménagement de 70 km qui va être réalisé pour le bonheur des usagers. La réalisation de cette voie va désenclaver plusieurs localités des communes de Grand Popo, de Komé, de Kouéagbe, de Lokosa et celle d'Atiémé. C'est pourquoi nous sommes débordés de joie en dressant le tapis rouge au chef de l'État. Le président Patrice Talon vient d'inscrire une fois encore en lettres d'or dans les annales du développement de notre département son nom. Ce grand bâtisseur restera à jamais gravé dans la mémoire collective. Ce projet d'aménagement et de bitumage a pour objectif de développer le réseau routier du Bénin, d'améliorer le niveau de service des infrastructures routières de transport et surtout de renforcer l'économie nationale.
Quelles sont les bretelles concernées? C'est d'abord la route principale, à Djaka-Atiémé pour environ 40 km. Les bretelles Djanglamé ou Mako, 4,6 km. Kounoukwe, c'est 6,35 km. À Konana, Soumé, Bedi, c'est 7,5 km. À Tchanou, Penou, 4,5 km. À Tchanou, Carrefour, Kondi, Ouba, 2,35 km. Et ça, ce n'est pas une bretelle, à Tiémé, à Dohou, Lokosa, pour 13 km. L'activité de ce jour vient donc confirmer que la promesse faite a été tenue grâce à l'action coordonnée du gouvernement menée par son chef, le président Patrice Talon. Le développement des échanges dans les départements du Mono et du Koufo passe entre autres par la remise en état de la praticabilité de la route Adjaha-Atiémé. Je voudrais, en cette occasion solennelle, rassurer les populations et les usagers de ce tronçon, de la volonté du gouvernement de concrétiser dans les meilleurs délais possibles l'aménagement de ces tronçons, ainsi que des 8 infrastructures de franchissement et des autres infrastructures socio-communautaires au profit des populations. Pour un coût global de près de 80 milliards de francs CFA, les travaux sont prévus pour durer 30 mois. Le porte-parole du gouvernement était face aux populations, aux natifs et aux autorités de Savè. Au menu de cette rencontre, les réalisations de l'exécutif dans cette commune et les projets en instance. L'objectif de cette séance est de dissiper les fausses informations et permettre aux populations de mieux comprendre ce qui se fait pour le développement de Savè. Reportage. Encore des échanges à bâtons rompus. Ici à Savè, devant une forte mobilisation de la population, tous ces bords politiques, ainsi que toutes catégories socio-professionnelles confondues, le porte-parole du gouvernement s'est une fois de plus fait le devoir d'apporter des réponses aux préoccupations des uns et des autres. La rencontre tenue sur demande des sections Savè, du gouvernement des jeunes du Bénin et puis des ambassadeurs du programme d'action du gouvernement a aussi reçu l'assentiment des autorités communales départementales ainsi que de certains cadres de la localité. Monsieur le secrétaire général adjoint du gouvernement, porte-parole du gouvernement, votre présence parmi nous, disais-je, revêt une importance toute particulière dans la mesure où vous êtes ce trait d'union essentiel entre l'exécutif et le peuple. Nous saluons votre engagement et votre dévouement dans cette noble mission. Longtemps attendu selon plusieurs interventions, ce rendez-vous a été l'occasion choisie par l'invité pour faire à l'assistance un résumé des diverses réalisations de l'exécutif dans la cité des Trois Mamelles, de l'aménagement et la réhabilitation des infrastructures routières à la densification des réseaux de la SB2E, puis de la SONEB en passant par la construction de l'hôpital de zone Savè-Ouessé. Wilfried Léandre Rongbeji a aussi mis l'accent sur les projets en instance de se concrétiser pour le bien-être des citoyens de Savè. Je savais qu'ici, on va parler du pont sur le Kwara. Donc, j'ai appelé le ministre et il m'a dit, ah, monsieur Ngbeji, ce pont-là, ça fait partie des ponts qu'on a programmés. C'est vrai, ce n'est pas dans le PAG. Mais on a déjà entamé des études. On prospecte. Et si on a les moyens pour lancer avant la fin du mandat, on va faire parce qu'on a planifié un certain nombre de ponts dans le pays. Le pont sur le Kwara ne sera pas un pont métallique. Ce sera un pont avec chaussée cyclable, normalement. Donc, ce n'est pas là maintenant dans le PAG, mais le ministre m'a rassuré. Le président lui a dit qu'il faut réfléchir à ça. Programmé plusieurs mois après les différentes étapes de la tournée gouvernementale de reddition de comptes, la séance a aussi été une aubaine pour formuler des doléances. Nous avons parlé de la construction d'un pont sur le fleuve Kwara, d'un parking et puis également d'un marché modèle. Je vais demander encore au porte-parole du gouvernement de voter la doléance, surtout et la fermeture de la sucrerie qui pose un énorme problème dans la commune de Savè. Il y avait 2000 personnes qui travaillaient là-bas, mais aujourd'hui ces gens sont à la maison. Donc la première des choses, la préoccupation qui urge, c'est la succobée. Entre la fierté pour les uns d'avoir accompli un devoir et l'enthousiasme des autres de pouvoir encore espérer pour le développement de leur localité, l'exercice à tout point de vue semble avoir été une réussite. Il a aussi permis de rappeler le rôle qui incombe à chacun dans la préservation de la paix, de même que la cohésion sociale.
Parlons à présent du Salon national du livre qui démarre mercredi prochain. En prélude donc à l'événement, le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts a organisé jeudi dernier une conférence de presse à son siège à Cotonou. Objectif, présenter aux professionnels des médias le thème de l'événement ainsi que les différentes activités qui en feront l'ossature. Voici un extrait du délégué général du Salon. Cette troisième édition porte un thème, parce qu'à chaque édition, il y a un thème, et celui de cette année est consacré aux enfants. Lorsque j'ai fait le sondage au niveau des acteurs de livres, je me suis aperçu qu'à chaque fois, eh bien, le thème des enfants revenait. Il fallait l'articuler de manière un peu plus poétique. C'est pour ça qu'on a proposé ce thème, littérature de jeunesse, le monde des petits dévoreurs de mots. Non seulement on met l'accent sur la production, c'est-à-dire la littérature en elle-même, mais également on fait un focus sur les enfants, parce qu'on estime que ce sont non seulement de grands lecteurs, mais des grands lecteurs de demain, des écrivains, pourquoi pas, parce que c'est à partir de la nourriture littéraire qu'on en vient à produire des textes eux-mêmes. Et donc, on veut faire d'eux également de futurs agents économiques, ceux qui seront du compagnonnage vont essayer d'apporter leur expérience, non seulement à travers les débats, à travers la dédicace des ouvrages, mais également à travers l'animation qu'ils feront, puisque, vous savez, lorsqu'on a affaire aux enfants, il faut leur transmettre des éléments importants pour leur éducation, mais également pour leur culture propre. Et donc, il y aura un certain nombre d'animations qui se feront. Bien évidemment, on ne peut pas oublier la cérémonie de clôture où on va rendre hommage aux anciens, ceux qui nous ont quittés il y a quelque temps ou très récemment, à travers un spectacle de chant, de danse, de slam. Leurs textes seront dits. Cette conférence de presse est co-animée par le directeur général de l'Agence de développement des arts et de la culture ADAC, occasion pour lui de préciser l'importance de sa structure dans le cadre de l'organisation du Salon national du livre. Nous allons suivre. L'ADAC, dans sa mission statutaire, a reçu le mandat de promouvoir l'économie du livre, entre autres. Et quand on parle d'économie, on parle d'échange. Il y a des gens qui produisent et qui proposent ces produits à la vente, et il y a des gens qui éprouvent des besoins de ce produit-là et qui sont disposés à remettre des ressources en contrepartie de ce projet, et c'est cela qui crée une économie. Dans le domaine du livre, il en est également ainsi. Il y a plusieurs familles d'acteurs qui travaillent de manière complémentaire pour mettre un livre sur le marché. Ça commence déjà par la personne qui écrit, l'auteur ou les auteurs parfois, et ça continue avec les éditeurs qui prennent en principe une part importante au sein de cette industrie, et après nous avons des distributeurs, des diffuseurs. Et enfin, nous avons les libraires qui sont au bout de la chaîne. Et c'est au niveau des librairies, notamment, que vous et moi, nous pouvons avoir accès à ces produits pour pouvoir justement satisfaire notre besoin de lecture. Parlons politique à présent, hors de nos frontières au Sénégal. Ce vendredi est le dernier jour de campagne électorale pour les législatives anticipées qui
qui se tiendront ce dimanche. Les candidats de 41 formations et coalitions politiques sont en lice dans les rues de la capitale Dakar. La campagne ces dernières heures est animée et chaque camp use de stratégies pour tenter de convaincre les électeurs. Tout se déroule sous le regard de la mission d'observation électorale de la commission de la CEDEAO qui a déployé ses observateurs, parmi lesquels Christian Adandédian et Euder Mpevi. Nous allons suivre leur correspondance depuis Dakar. En plein cœur de Dakar, le quotidien des habitants rime avec l'ambiance électorale. Pour cette dernière ligne droite, les candidats aux élections législatives anticipées du 17 novembre redoublent d'efforts pour marquer leur présence sur le terrain dans l'espoir de convaincre le maximum d'électeurs. Ils nous disent que ce n'est même pas la peine de battre campagne. Ne venez pas parce qu'on vous a offert une majorité à la présidentielle et ils vont conforter ça pour les législatives. Parce qu'il faut laisser au président de la République le soin de mener à bien son projet. C'est une fin de campagne au pas de course. Au niveau des états-majors, les équipes de campagne des 41 partis ou coalitions de partis tentent d'évacuer les derniers points du plan de propagande, comme ici, au siège de l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall. Ce site sert de quartier général à la principale coalition de l'opposition. Le message qu'on leur donne, c'est un message de vérité. C'est un message de paix aussi et de promesses qui seront tenues. Donc ça, c'est très important. Donc il ne sera pas là pour bloquer l'Assemblée ou autre chose, mais il sera là pour au moins tenir les promesses qu'il donne. Ailleurs, comme ici au marché central de la capitale, ces militants du PASTEF, dirigés par le Premier ministre Ousmane Sonko. Constitués en petits groupes, ils quadrillent la zone pour l'événement qu'ils veulent faire vivre aux marchands et usagers. Le président de PASTEF, M. Ousmane Sonko, va venir ici aujourd'hui au niveau du rond-point de Sandaga pour discuter avec les commerçants, pour discuter avec les riverains de Dakar Plateau. Tandis que certains jettent le reste de leur force dans la bataille, d'autres se font plus discrets, faute de moyens. Mais les électeurs, eux, ont déjà pris date. En fait, il y a peut-être trop de bruit en ce moment, mais pendant les élections au Sénégal, c'est tout souvent très calme. Ça s'est bien passé, à part les petites histoires-là. Et il n'y aura pas de problème, Inch'Allah. Pour ces élections législatives anticipées, la commission de la CEDEAO a déployé une mission d'observation électorale conduite par l'ambassadeur Francis Alette Sega pour vivre le déroulement du scrutin dans son ensemble. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous et surtout, bon début de week-end à toutes et à tous.